Voilà, donc on est effectivement en direct. On va commencer par... Ok. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Le groupe IHE est heureux de vous accueillir dans ce webinaire. Je remercie toutes les personnes qui nous suivent actuellement en live, soit sur Facebook, soit sur Instagram, sur LinkedIn, excusez-moi. Sinon, je remercie également nos invités. Je cite donc Serge Nafak, Technical Manager Cisco, Région Afrique. Je le remercie surtout pour sa patience, car actuellement, il est 22 h à Johannesburg. Également, je remercie Omar Boulami, directeur RSE, donc responsabilité sociale entreprise corporative Cisco du Maroc. Et moi-même, Emmanuel Hichem, enseignant universitaire expert, réseau et sécurité et responsable accréditation et certification au sein de l'IHET. Avant de céder la parole à nos chers invités, une petite présentation de l'IHE s'impose. L'IHET couvre plusieurs domaines de spécialité, en l'occurrence la gestion, l'économie, le droit et l'informatique. Sinon, pour les masters, finance, management, comptabilité, droit, marketing et informatique. Bien évidemment, l'IHE est une université privée d'enseignement supérieur et de recherche interdisciplinaire, fondée en 1998, implantée à Tunis, Bruxelles, Paris, Dakar et Abidjan. Constituée de 9 instituts, dont 5 campus en Tunisie. Je citerai l'IHE Tunis, l'IHE Exécutive, l'IHE Sousse, ESPITA, le SEAC, donc SFAX, et 4 à l'étranger, l'IHE Bruxelles, l'IHE Paris, l'IHE Dakar et l'IHE Abidjan. Compte à peu près 4250 étudiants qui suivent un cursus dans 12 licences, 16 masters, 6 MBA, 6 bachelors, 3 DBA et 5 cursus d'ingénieurs, avec un taux d'employabilité de 94%, qui valorise évidemment le niveau de l'enseignement à l'IHE. Le groupe IHE étant conscient et afin de garantir la qualité, la performance et l'efficience de ses institutions, a mis l'accent sur l'accréditation et la labellisation de ces diplômes à travers l'ACSP, le CBE, l'AEF, donc l'Agence universitaire de la francophonie, l'IAE, International Association of Universities. La force de l'IHE, évidemment, réside aussi dans ses partenaires, à titre indicatif, l'Université Lyon 3, Jean Moulin, ISTEC et j'en passe. L'IHE aussi, c'est la formation continue. Diverses formations sont offertes à l'instar de Executive MBA à travers l'IAE Paris. Sinon, le Master International Business de la santé. Et pour clôturer cette présentation, les certifications. Évidemment, on a une panoplie de certificats au niveau de l'IHE, mais je voudrais me focaliser uniquement sur le sujet de notre webinaire aujourd'hui, à savoir le programme Cisco Networking Academy. Il faut préciser que l'IHET est une ASC, donc Academy Support Center, en mesure d'aider la gestion des académies Cisco de par la Tunisie. Une académie, et par la même occasion, je voudrais remercier toutes les académies, soit qui font partie des universités privées ou publiques, à ceux qui nous ont donné confiance pour, bien évidemment, être là pour la maintenance et le suivi de leur académie. Ceci dit, une académie Cisco doit avoir des instructeurs certifiés pour dispenser le curriculum et utiliser la plateforme donc là, l'ITC, autrement dit l'instructeur Trainer Center de l'IHE, est en mesure de répondre à ces besoins. Et d'ailleurs,
on a permis à travers le programme de la NETACAD de former des instructeurs en Tunisie et en Afrique. Également, en cette période de pandémie, à permettre aux instructeurs de suivre des formations gratuites. Sans plus tarder, je passe directement la parole à notre cher Omar et merci pour votre écoute. Super, merci infiniment Hicham pour cette opportunité. Donc on est heureux d'être ici parmi vous, que ce soit Serge ou moi-même. Donc il y a une assez longue histoire qui lie Cisco et l'IHE. Donc vous êtes depuis 2003 une académie, vous faites partie du réseau des académies Cisco dans le monde et vous êtes comme et un centre de formation de formateurs. Grâce à toi, Hicham, je tiens à le préciser, on a pu faire beaucoup de choses. Tu as notamment parlé des formations qu'on a pu faire au niveau de l'Afrique francophone. Et ça, c'était un vrai plus, une valeur ajoutée que vous avez pu partager avec l'ensemble des instructeurs, vu que tu étais parmi les premiers à avoir cette certification de CCNA CyberOps. Donc, je te félicite pour ça et je te félicite pour ta quête à avoir toutes les certifications disponibles sur le marché et être parmi les précurseurs dans ce domaine. Donc, félicitations, Hicham, et je pense que l'IHE, ils sont voilà, chanceux de t'avoir parmi eux dans l'équipe. Voilà, donc après cette brève introduction et d'encensement pour toi, Hicham, on va passer rapidement à une petite introduction du programme ETA4. Donc moi, de mon côté, je vais pas rentrer dans les détails techniques, je laisserai notre ami Serge en discuter et parler plus longuement des différentes certifications qu'on propose. Et là, je vais partager mon écran. Tu me diras si c'est bon, Hicham. D'accord. Ok. Donc, tu arrives à voir la présentation. Donc, ça sera quelques slides. Hein. D'accord. C'est bon. Okay. Tu peux continuer. D'accord. Très bien. Oui, absolument. Super. Donc, en fait, moi, comme l'a si bien dit Hicham, nous avons ce programme qui est le programme phare de la responsabilité sociétale de l'entreprise de Cisco. C'est un programme d'éducation et de formation qui, je tiens à le préciser, est à but non lucratif et qui a été créé en 1997. Donc, ce programme a été créé pour combler un besoin en fait qui existait aux États-Unis au tout début par rapport aux besoins d'une infrastructure réseau. Donc, il y avait le boom de tout ce qui était e-commerce, e-banking. Il y avait un besoin en fait de compétences, que ce soit des ingénieurs en réseau pour déployer les différents réseaux. Donc, Cisco est un groupe d'ingénieurs qui ont pensé à fournir une plateforme des cours pour former des étudiants au niveau de certains des collèges aux États-Unis. Jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui, de 1997 à aujourd'hui, on est arrivé à plus de 2 millions 150 000 étudiants qui participent au programme, donc dans le monde entier. Et ça, c'est annuellement. Donc, grâce à notre plateforme, qui est notre écosystème, avec plus de 12 000 académies. Donc, ce qu'on appelle des académies, c'est des institutions qui fournissent la formation, que ce soit des écoles de formation privées, publiques, universités, écoles supérieures, lycées et autres. Donc, on présente dans plus de 180 pays. Et depuis le lancement du programme, on a plus de 10 millions, maintenant presque 11 millions d'élèves qui ont été formés. Nous ne travaillons pas seuls, on travaille avec des personnes comme Hicham, on travaille avec 26 500 instructeurs. On travaille aussi avec des formateurs de formateurs, donc comme notre ami Hicham. Et c'est grâce à tout ce réseau-là qu'on arrive à avoir cet impact. Donc, c'est d'une formation en ligne qui est dite blended e-learning. Il y a des formations qui nécessitent l'encadrement de l'instructeur. Il y a d'autres formations qui sont à 100% e-learning. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on a un étudiant qui aimerait, une personne en conversion, une personne qui travaille, qui aimerait avoir accès à certaines formations, dont on donnera les détails, il suffit juste de se connecter au niveau de la plateforme www.netacad.com pour avoir accès direct à ce type de formation en auto-inscription sans aucun souci. Donc, quand je parle de plateforme, c'est juste pour dire que la formation elle est en ligne
et que nous, on travaille pas en direct, donc c'est pas Cisco qui va former notre cible, les élèves, mais plutôt nos partenaires. Donc les académies, les ASC comme on a dit, et aussi on travaille en collaboration avec les partenaires de Cisco et certains employeurs pour en fait faire le lien entre les étudiants qui terminent la formation et le marché du travail. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de ne pas juste former des élèves, mais les former pour qu'ils aient les compétences qui sont nécessaires et qui vont augmenter leur employabilité. Donc ça, c'est très, très important. Et on a un nouvel outil, une plateforme qui a été lancée récemment, qui est le Talent Bridge, qui met en contact les lauréats du NetAcad avec les employeurs de chaque région. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant pour les élèves. On a la plateforme qui est en ligne, donc c'est une plateforme qui est assez robuste. Comme je vous l'ai dit, on a plus de 2 millions d'élèves qui s'inscrivent chaque année. Chaque mois, nous avons plus d'un million, presque 2 millions maintenant, je pense, Serge, tu pourras me corriger, qui passent des examens en ligne chaque mois. Il y a aussi des outils qui permettent aux étudiants d'avoir une partie pratique, mais en même temps en simulation, vu qu'on peut pas avoir tous les équipements chez soi à la maison si on n'est pas au niveau de notre institution. Et bien sûr, il y a des communautés qui vont vous permettre, vous, en tant qu'instructeur, en tant qu'élève, de discuter avec vos pairs et vraiment échanger sur les bonnes pratiques. Donc, comme je l'ai dit au tout début, 97, il y avait un besoin. Et si on reste à 1997, avant, le programme était vraiment connu pour tout ce qui est formation en réseau. Le CCNA, c'est une formation qui est connue, c'est une certification qui est connue, mais on s'arrête pas là. Parce que comme vous savez, il y a une certaine évolution qui est là. On parle maintenant de la 4e révolution industrielle, avec tout ce qui va avec en termes de demande de compétences sur le marché, en termes d'intelligence artificielle, en termes d'automatisation, et le fait que maintenant, tout ce qui est transformation digitale touche à tout. Et comme ce qu'on voit maintenant aujourd'hui avec cette période assez délicate qu'on est en train de vivre, cela a poussé à vraiment accélérer la transformation digitale à tous les niveaux, que ce soit au niveau des collèges, des lycées, de certains métiers qui voient qu'en fait leur avenir est dépendant de la digitalisation. Si on va pas et on surfe pas sur cette vague, on risque de disparaître. Donc c'est pour ça qu'au niveau du programme, vous allez voir que on a plusieurs types de formations. Des formations qui ne sont pas juste en réseau. D'ailleurs, si on va juste se focaliser sur la partie réseau, ingénierie réseau, il faut savoir que les réseaux de demain, c'est des réseaux qui sont automatisés. Donc, il y a l'automatisation des réseaux. Et que l'idée qu'on avait avant en disant, moi, je suis un étudiant et je veux faire ma spécialisation en réseau parce qu'en fait, tout ce qui est développement, euh, c'est pas trop, j'ai pas trop d'intérêt pour le développement, j'aime pas trop le développement. Ça vraiment, il faut commencer que ça soit maintenant quelque chose qui est primordial, qui est important pour les élèves. Ceux qui font du réseau doivent comprendre et doivent savoir collaborer avec les développeurs. Et quand on dit collaborer, c'est sûr que des notions de base en programmation sont très très importantes pour qu'il y ait un langage qu'on puisse communiquer entre deux équipes. L'équipe du futur, c'est vraiment l'équipe de développement qui travaille main à main avec l'équipe des réseaux. Donc ça, c'est très important. Mais si on parle de tout ce qui est révolution, 4e révolution industrielle, comme je vous ai dit, tous les métiers sont touchés par ça. Donc les médecins doivent avoir des notions sur le digital, sur l'Internet des objets, sur la sécurité. La sécurité, c'est tout le monde. Tout le monde doit avoir des notions de base sur la cybersécurité. Tout le monde a un ordinateur, tout le monde a un compte Facebook, tout le monde a un téléphone. Donc, ce genre de choses, Cisco a lancé plusieurs types de formations, que ce soit en production locale, grâce aux personnes qui travaillent chez Cisco, ou à travers des partenariats.
comme le Python par exemple. Donc, vous allez me dire, Cisco NetAcad va proposer des certifications, des formations en Python. Oui, parce que c'est très très important. Python, c'est le futur de la programmation. On n'est pas expert là-dedans, mais il y a le Python Institute qui sont experts. Il y a OpenNDG aussi qui travaille avec eux. Donc, on travaille avec eux pour que eux, ils développent le contenu, le cursus, la certification. Et nous, on propose ça à travers notre plateforme. Donc, n'importe qui, n'importe quel étudiant dans le monde entier aura la même formation en Python. Et je vous invite dès aujourd'hui à consulter la page www.netacad.com pour pouvoir vous inscrire dès maintenant à cette formation et vous préparer à la certification PCAP. Donc ça, c'est dès maintenant, c'est gratuit et c'est pour tout le monde. La même chose, si ça vous intéresse de connaître un petit peu plus par rapport à l'Internet des objets, je vous invite à rentrer aussi sur la plateforme et consulter les différents cursus qu'on a. Par exemple, vous avez des cursus découverts qui sont accessibles pour tous. Donc voilà, je pense que en gros, c'est ça le message que je voudrais passer. Vraiment, le focus ici, ça serait plutôt laisser la parole à notre ami Serge, qui est notre directeur technique pour la région, et qui va aller un petit peu plus profondément sur les différents cours et leur alignement de certification qui sont là. Et voilà, donc je vous invite à collaborer avec notre ami et professeur Hicham. Si vous avez d'autres questions par rapport à son académie au niveau de l'IHE, par rapport à la formation de formateurs, si vous avez besoin de plus d'informations, je pense qu'il est là et qu'il est toujours prêt à collaborer. Donc, cher ami, merci encore une fois, Hicham. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici parmi vous. Et j'espère que tous ceux qui nous entendent là se portent bien et qu'on aura l'occasion de les voir virtuellement inscrits dans une de ces classes. Et je suis sûr et certain que ça sera une très belle expérience pour vous. Voilà, donc sans plus tarder, cher Serge, j'espère que tu es prêt avec ta présentation. Oh, bien sûr, merci beaucoup à Omar pour tous ces éclaircissements. Oui. Voilà, donc merci beaucoup à Omar pour tous ces éclaircissements. Et je passe directement, évidemment, la parole à notre cher ami Serge. Voilà. Ok, merci. Merci Hichem et merci Omar pour l'introduction. Je vais prendre pas beaucoup de temps. Espérons que je vais prendre 30 minutes pour juste décrire et un peu parler en fonction du contenu que nous avons au niveau NetAcad. La présentation que je vais faire va se porter plus au sujet de la transformation numérique des compétences qu'il va falloir acquérir au niveau des étudiants et pourquoi pas aussi des instructeurs de l'IHE. Déjà, en commençant, je vais d'abord essayer de mettre un peu dans le contexte aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte un peu assez différent des contextes précédents parce que nous sommes dans un environnement où il y a des grands changements qui s'opèrent aujourd'hui. Par exemple, si on veut voir certains modèles commerciaux que nous avons eu de par le passé et même à présent, les modèles commerciaux tels que par exemple les cinémas, les magasins, les restaurants, et on m'a parlé des médecins. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler aux étudiants. Ça veut dire que les universités, les écoles, c'était un modèle commercial qui était stable. Mais on se rend compte aujourd'hui que tous ces modèles-là, ils sont perturbés. Ils sont perturbés par quoi? Ils sont perturbés par des changements qui s'opèrent. Par exemple, 80% des médecins vont se trouver d'ici quelques années avec des gros changements qui vont se produire dans leur métier. Par exemple, si on voit des pays qui ont eu une transition thérapie en ce qui concerne le confinement, par exemple tel qu'au Danemark. Au Danemark, ils ont plus ralenti la progression du virus parce que les habitants du Danemark ont des applications qui les permettent, par exemple, de mesurer leur tension artérielle, leur température, les signes vitaux principaux, et ils envoient ces signes vitaux principaux par des applications à des médecins de l'État, et ils peuvent faire des diagnostics un peu plus rapides. Ceci dit, le travail du médecin devient différent différent, quoi. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de compagnies également qui ont su saisir cette transformation numérique. Aujourd'hui, on n'entend que parler aujourd'hui de Cisco WebEx, Coursera, Zoom, Cisco Umbrella, Uber Eats, Netflix.
ce n'est pas un grand hasard. Ce n'est pas un grand hasard. Ce sont des compagnies qui ont saisi cette transformation numérique-là et qui ont adapté leur modèle d'affaires en fonction de ce qui est aujourd'hui la transformation numérique. Et par exemple, on dit chez nous, on dit à la Silicon Valley que pour savoir que ta compagnie est une compagnie qui a du succès, c'est quand les gens commencent à utiliser le nom de ta compagnie comme un verbe. Par exemple, Omar va me dire, si je peux m'envoyer un WhatsApp, est-ce que tu peux me Webex? Est-ce que tu peux Google ça? Ce sont les mots déjà qui veulent dire que tellement la transformation numérique a tellement affecté notre quotidien qu'on se trouve aujourd'hui en train d'utiliser même certains mots et enfin, on utilise des marques comme mots dans notre vocabulaire. Et cette transformation numérique affecte plus les entreprises. Et si, par exemple, pour ceux qui, par exemple, se posent la question, c'est quoi la transformation numérique? Ça peut se décrire comme une méthode utilisée par des entreprises l'utilisation des technologies numériques qui permet aux entreprises de changer leur modèle d'affaires. C'est-à-dire comment est-ce que je peux adapter ce que je fais aujourd'hui, utiliser le numérique pour changer mon modèle d'affaires. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. Il va falloir faire un changement d'infrastructure, un changement de procédure de la compagnie. Il faut des ingénieurs, il faut des compétences pour arriver à cette transformation numérique-là. Et qui dit transformation numérique, il dit également transformation des compétences. Et en ce qui concerne la transformation des compétences, il y a certaines forces que nous avons définies au niveau de Cisco, qui sont des forces qui dirigent et qui sont focalisées sur cette transformation numérique-là. Les forces telles que l'Internet des objets. On se trouve aujourd'hui avec près de 20 milliards d'objets connectés. Quand je parle d'objets, je parle d'ordinateurs, je parle de montres, je parle de tout, quoi, tout ce qui est connecté. Notre climatiseur, nos frigos, tout se connecte aujourd'hui. Ceci dit, quand tout se connecte, on a également une forte croissance en ce qui concerne les données. C'est ça qu'on appelle data deluge. C'est-à-dire il y a beaucoup de données qui aujourd'hui qui naviguent de par l'Internet. Et il va falloir trouver, quand on a beaucoup de données, il faut également trouver des moyens comment on dit, de trouver, how do you call that? The best out of the data, c'est-à-dire comment trouver le meilleur de ces données-là. Donc, le big data, c'est un truc, c'est l'une des forces qui gère cette information numérique-là. Et comme mon collègue l'a dit, Omar, tout ça se fait sous l'égide de la cybersécurité parce que le plus on est connecté, le plus on est vulnérable. C'est-à-dire la cybersécurité aujourd'hui, c'est devenu un objet pas seulement dédié pour les grosses compagnies, c'est pour tout le monde, quoi, parce que tout on le fait en ligne aujourd'hui. Surtout avec le confinement, tout ce qu'on fait, ça se fait en ligne aujourd'hui. Et certaines compagnies ont pu prendre avantage de ce type de force-là, et on appelle ces compagnies aujourd'hui les compagnies unicornes. Ce sont les compagnies qui utilisent ce type la transformation numérique pour changer le modèle d'affaires et recruter également les ingénieurs avec ces compétences en transformation numérique. On voit par exemple de 2011 jusqu'en 2014 le nombre de compagnies. Les compagnies unicornes, c'est les compagnies qui ont une évaluation de plus d'1 milliard de dollars, étaient assez réduites. Mais de 2014 à 2015 et jusqu'à 2020, aujourd'hui, ces compagnies sont multipliées. Elles se multiplient pourquoi? C'est parce que de plus en plus de compagnies adoptent ce modèle de transformation numérique. Et comme on parle de transformation numérique, on va également parler de transformation de compétences. Comment donc faire? Qu'est-ce qu'il faut pour un étudiant ou un chercheur d'emploi pour aujourd'hui être un acteur dans le monde qui se transforme aujourd'hui, quoi. Et il faut également qu'il fasse des transformations de compétences. Ça peut être un peu complexe, mais je vais essayer de décomplexer cette complexité. Okay? Je vais essayer de décomplexer cette complexité. Et je vais décomplexer avec quelques catégories. La première catégorie que je vais parler, c'est le réseau. Le réseau sera un élément pilier de cette transformation numérique-là. Pourquoi le réseau? Il faut une infrastructure pour pouvoir transporter des services. Sans infrastructure, il n'y a pas de service. Raison pour laquelle tout, par exemple aujourd'hui, dans ce monde de confinement où l'on vit, et on se retrouve avec une chute de capacité
parce que tout se fait en ligne. Nos fournisseurs d'accès à Internet se trouvent aujourd'hui dans une optique où ils n'ont plus de capacité. Il faut élargir dans les infrastructures. Il faut faire beaucoup plus d'infrastructures. Et comme le réseau, le pilier, Cisco aujourd'hui a un portefeuille en networking qui est en 3 échelles. C'est l'échelle CCIE, CCNP et CCNA. C'est quoi le CCIE? Le CCIE, c'est le plus haut niveau de certification chez Cisco. Ce niveau de certification qui permet à l'ingénieur de naviguer dans les réseaux étendus. C'est-à-dire, il n'y a pas de réseau assez large pour un CCIE. Il peut manager n'importe quel type de réseau. Et c'est une formation, malheureusement, qui n'est pas encore disponible chez NetAcad. Mais c'est disponible dans le cadre principal chez Cisco, c'est disponible on va dire en large chez Cisco. La formation qui est disponible chez NetAcad déjà, c'est le CCNP Entreprise. C'est quoi le CCNP Entreprise? CCNP Entreprise, c'est une formation qui nous permet à l'étudiant de pouvoir manager des réseaux de taille grande. Pas étendu, les tailles assez grandes, c'est-à-dire un réseau avec d'une multinationale, ils peuvent bien le manager, ce type de réseau-là. Mais pour les fournisseurs d'accès Internet, c'est mieux, c'est plus les CCI. Les grandes compagnies, les CCNP l'avoir. Et j'ai déjà une question au niveau du chat de Asma Daboussi qui demande quels sont les avantages qu'offrent les certifications. C'est une très bonne question. En étant certifié, la certification offre ce qu'on appelle un standard. Si par exemple, je suis formé avec, je vais prendre un exemple assez con, ok? Omar, je suis d'origine camerounaise. Omar arrive dans ma ville, à Douala, avec Hichem de la Tunisie, et il se trouve en plein marché. Ils veulent manger du ndolé, c'est un plat traditionnel camerounais. Enfin, ils voient du ndolé, qui est un plat traditionnel camerounais, et beaucoup d'autres bouffes camerounaises. Ils seront assez, comment on dit, troublés par toutes ces bouffes-là. Et à côté, il y a un McDonald's. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils achèteront du McDonald's. Ça ne veut pas dire que le McDonald's, c'est une nourriture ça ne veut pas dire que le McDonald's, c'est très bon ou bien c'est la meilleure nourriture, mais ils reconnaissent ce standard. Ils savent déjà ce qu'ils doivent, ils connaissent déjà ce que sera McDonald's. Ils savent que bon, les frites seront salées, elles seront salées, le burger aura telle taille, il n'y aura pas de surprise. C'est ça qu'offrent les certifications. Les certifications offrent ce qu'on appelle un standard. C'est un standard qui est connu, c'est un standard qui est international, c'est un standard qui est partout. C'est ça la certification. Ça veut dire quand un directeur en informatique emploie un étudiant avec CCNP, il sait précisément ce que cet étudiant est capable de faire et ne pas faire. C'est ça qu'offre la certification, ça offre ce standard, ça offre cette visibilité. Et les standards sont importants parce que les compagnies, quand ils font des investissements en fonction des certitudes. Quand c'est incertain, ça empêche la réalisation des projets. Ceci dit, quand vous avez un CCNP, ça montre votre standard et ce standard est international. C'est ça les gros avantages de la certification. C'est pour se standardiser. Déjà, le CCNP est disponible à IHE. Vous pouvez faire le CCNP déjà chez IHE, je crois. Et nous sommes passés de 3 examens au CCNP à 2 examens. C'est un changement qui s'opère depuis le 24 février 2020. C'est là quelques mois. Et malheureusement, Cisco n'offre pas des bons de réduction pour la formation en CCNP. Et le dernier, c'est le CCNA. Comme on dit, on garde les meilleurs pour la fin. Le CCNA aujourd'hui comme le standard de certification pour les ingénieurs réseau. Il n'y a presque aucune compagnie dans le monde qui va recruter un ingénieur en réseau ou en télécommunication sans que cet ingénieur ne présente un certificat CCNA. Et c'est un certificat qui est indispensable pour presque tout ingénieur qui va travailler dans les infrastructures en réseau. Et également, Cisco, ce qui est bien avec le CCNA, Cisco offre des bons de réduction aux étudiants qui veulent bien passer le CCNA. Et ces bons de réduction sont disponibles à tout étudiant aujourd'hui. Par exemple, si vous enregistrez comme étudiant à l'IHE, lorsque vous devez finaliser votre CCNA avec un score de 70% ou plus à l'examen final, Cisco offre un bon de réduction à plus de 50% pour l'examen de CCNA, ce qui est déjà très bien. Et ça, le CCNA, c'est le niveau, c'est la certification la plus populaire au niveau des ingénieurs réseau aujourd'hui. Et c'est presque indispensable, comme je l'ai dit. C'est indispensable presque d'avoir CCNA. Ceci dit, on a couvert la partie infrastructure. Est-ce que les étudiants et les professionnels ont besoin de certification? Bien sûr, Selma.
ces certifications sont comme je dirais, indispensables. Ça donne ce standard. Ça montre, ça montre comment on dit, ça donne une stabilité déjà à la personne et également par exemple, les recruteurs, par exemple, quand on veut faire un recrutement, on cherche la certitude. Et la certitude, par exemple, si par exemple, Omar et moi, nous nous présentons chez un recruteur avec, par exemple, un master de l'Université d'Hassan II et un master de l'Université de Johannesburg. Le recruteur, par exemple, il ne sait pas quels sont les types de sujets qui sont couverts lorsqu'un étudiant fait son master à Hassan II ou lorsqu'un étudiant fait son master à l'Université de Johannesburg. Mais ça ne veut pas dire que ces masters n'ont pas de poids, ils ont de la valeur, mais la certification apporte cette certitude ce standard de compétences qui est obtenu par cette personne. C'est la raison pour laquelle les certifications ont une importance assez élargie ces jours-ci. Si je peux t'interrompre rapidement, Serge, juste pour donner un exemple, je pense que c'est des questions qui viennent de certains étudiants. Je vais juste vous demander d'aller sur LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est la plateforme de recherche de job, et vous rentrez et vous mettez un nom de certification. D'accord? Là, on a parlé de CCNA. Vous mettez dans la recherche CCNA et regardez le nombre de postes vacants qui demandent à ce que la personne ait la certification en CCNA. Donc moi, ce que je ferais si je revenais en arrière en tant qu'étudiant, avant de prendre n'importe quelle certification, je prends le nom de ces certifications et je vérifie au niveau du marché de l'emploi à travers, par exemple, LinkedIn, et surtout au tout début de la carrière. Et je vois un petit peu la demande du marché. Donc, je vous invite à le faire. Allez sur LinkedIn, regardez dans le monde, donc worldwide, il y a une partie où vous pouvez voir dans le monde. Après, vous voyez, par exemple, en Europe, et après, vous voyez en Afrique, et vous allez voir un petit peu la demande qui existe. Très bien. Donc, dans le monde, il y a 113 073 postes qui demandent le CCNA. Ouais. Voilà. C'est la demande mondiale pour les certifications en CCNA. J'essaye la Tunisie. Vas-y, tu check. Tunisien. Oui, pour le moment. Mais Europe. Oh, Tunisie CCNP, je sais. Ça donne le même nombre. Ça veut dire que c'est la même personne alors. Alors, sûrement, il dit CCNA ou CCNP. 18 000 Europe. Je mets Afrique en général. Africa. Ok, c'est mieux que je continue avec 22 000. J'ai pris une raison plus grande que je passe pris la région. Ok, merci Omar pour cette précision. Je vais également faire. C'est très bien de parler d'infrastructure, mais c'est également bien aussi de parler des systèmes d'exploitation parce que quand on comprend l'infrastructure permet juste d'avoir ce qu'on appelle un moyen pour transporter les services, mais les services sont hébergés par des systèmes d'exploitation. Il est également important pour les ingénieurs réseaux et systèmes d'avoir une compétence assez accrue en système d'exploitation. Raison pour laquelle au niveau de NetAcad, on offre également des compétences en système d'exploitation en deux logiciels, en deux installations les plus populaires, c'est-à-dire Linux en logiciel libre et Windows en logiciel propriétaire. Chez Windows, il y a la formation IT essentielle qui est disponible pour les techniciens en informatique. C'est-à-dire c'est une formation qui est liée à CompTIA A+, CompTIA A+, qui est un partenaire également que nous avons choisi pour ce type de formation-là. Et c'est internationalement reconnu. Malheureusement, il n'y a pas encore de bon de certification disponible pour CompTIA pour la formation en A+, chez IT essentiel. Nous avons également des formations chez Linux 1 et 2. Linux 1 et 2, ce sont des certifications qui sont liées à ce qu'on appelle Linux Professional Institute ou LPI. Il y a la formation Linux 1, qui est une formation pour les administrateurs de Linux. C'est essentiel pour les ingénieurs en système. Il y a les bons de réduction sont disponibles, je pense à 50%, pour passer la certification Linux 1. Linux 2, c'est est disponible pour les ingénieurs
à Linux, c'est-à-dire c'est un niveau plus avancé. Et c'est un peu plus difficile, je ne vais pas vous mentir. On a également Linux Essentiel qui offre la certification LPI de Linux Essentiel. Ceci dit, c'est important d'avoir des compétences en infrastructure, mais également avoir des compétences en système d'exploitation. Ça, c'est déjà pour les deux premiers. Lorsqu'on a couvert cette première partie sur les infrastructures, la deuxième qui est importante, c'est ce qui concerne la sécurité. Tout aujourd'hui se fait sous l'égide de la sécurité. Tout. Par exemple, Omar, si je te dis aujourd'hui, ou Hichem, je te vends une voiture, je te dis, cette voiture, peut-être ou pas, quand vous appuyez sur la pédale de frein, la voiture va freiner. Ou elle va s'arrêter ou elle ne s'arrêtera pas. Achetez-vous des voitures, Omar? Ben, ça dépend du prix, après je pourrais la réparer. Donc, ça dépend du prix. Je dis généralement quoi, c'est-à-dire quel que soit, généralement. C'est-à-dire le modèle des voitures. Si par exemple la fonction frein était aléatoire chez une voiture, c'est-à-dire ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Les voitures ne peuvent pas être populaires comme elles sont aujourd'hui. Parce que généralement, ce n'est pas seulement le confort qu'on cherche ou le mode de déplacement, mais c'est plus la sécurité. Et tout ce qu'on fait dans le modèle d'information, c'est la sécurité. Si par exemple, tous les emails, si on vous dit les emails que vous envoyez peuvent être lus, ou les messages par WhatsApp que vous envoyez pourront être lus, personne n'enverra des emails, personne n'enverra des messages sur WhatsApp. C'est parce qu'on est sûr que ça sera sécurisé et que le message qu'on envoie restera le même, il ne sera pas manipulé, il ne sera pas lu en public. C'est la raison pour laquelle on utilise les médias d'information. Si on veut parler de sécurité, il y a la sécurité veut dire, quand on parle de sécurité, on dit qu'il y a la criminalité. Et le marché de la cybercriminalité est tellement grand, il est très large. Il est évalué aujourd'hui à 6 milliards de milliards, trillions. Il est évalué à 6 milliards de milliards. Quand je parle ça sont les dommages, quoi. Pour un peu mettre en perspective ce que c'est que 6 milliards de milliards, le marché de, comment on appelle ça, le retail, c'est-à-dire les commerces en grand, comme les Auchan, Shoprite en Afrique du Sud et autres, est évalué à 5 milliards de milliards. C'est-à-dire le marché de la cybercriminalité est très grand. Parce que les cybercriminels, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on pense? Ils veulent qu'on pense ceci. Un instant. Les cybercriminels veulent qu'on pense qu'un criminel, c'est un monsieur qui porte une capuche comme celle-ci. Et il a une capuche comme celle-ci. Et il se cache dans un sous-sol. Et il habite chez sa maman. Et il tape quelques codes. Et après, il y a des hackings. Ce qui est faux. Parce qu'aujourd'hui, les cybercriminels, sont des organisations qui sont très grandes et ils ont des bureaux. Ils ont des bureaux, c'est-à-dire ils ont des bureaux de 10, 15 étages. Ils ont des secrétaires, ils ont des directeurs financiers, ils ont des directeurs marketing, ils ont des fiches de paie, ils ont des congés payés. Ce sont des grosses compagnies parce qu'ils ont des gros budgets, ils ont des bases de données, ils ont des data centers qui sont costauds comme des data centers des pays. Nous les prenons au sérieux. Nous ne disons pas que ce sont des messieurs qui ont des capuches et qui se trouvent dans des bases de données. Ce sont des messieurs comme vous et nous qui sont des ingénieurs. Ils ont des ingénieurs qui ont enfin, anyway. Ceci dit, il y a le marché de la criminalité est très grand aujourd'hui, mais on se trouve également dans ce qu'on appelle un conundrum. Il y a une grosse demande des compagnies mondialement pour recruter des personnels qualifiés en cybersécurité. La demande se trouve à chiffrer à plus de 3 millions de personnes requises dans les métiers en cybersécurité. Mais le marché, c'est que les universités, les écoles de formation et autres fournissent à ce marché n'atteignent même pas ce chiffre-là, même la moitié. Il y a une croûte et il y a une force de demande. Et aujourd'hui à Cisco, nous offrons par exemple des contenus en cybersécurité. Le contenu phare en cybersécurité, c'est notre contenu qui s'appelle Cisco Certified CyberOps Associate, qui est un contenu qui est dédié aux analystes en cybersécurité. C'est un contenu, si aujourd'hui,
pour vous certifier comme analyste en cybersécurité, vous avez eu presque 99,99999% de chances de trouver un boulot après l'obtention de cette certification-là. Parce que la demande est très grande. Elle est très grande, c'est-à-dire c'est une demande globale. Pourquoi est-ce qu'elle est globale? Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça se fait en ligne. Et toute compagnie a besoin d'un analyste en cybersécurité. Et la bonne chose, c'est que les bons de certification sont également disponibles. C'est-à-dire, si vous enregistrez comme étudiant ou apprenant à l'IHE, à la fin de vos études, vous pouvez avoir l'obtention d'un bon d'édition pour vous permettre de passer certification en cybersécurité. Nous avons également un cours en sécurité réseau qui est un cours qui parle de la fondation des bases de sécurité. C'est-à-dire, lorsqu'on a un périmètre réseau, comment est-ce qu'on peut sécuriser ce périmètre-là de telle en sorte que les hackers n'utilisent pas, par exemple, nos routeurs, nos switches, nos points d'accès, comme les points d'accès wireless, ou nos terminaux, tels que les laptops, les smartphones, ou les ordinateurs pour pirater notre réseau. C'est-à-dire comment sécuriser les éléments de réseau. C'est ça ce qu'on fait en network security. Et nous avons également le cours d'introduction à la cybersécurité et les essentiels de sécurité. C'est un cours qui est dédié pour une population large, population d'autodidactes, parce qu'il n'y a pas un besoin forcé de formation en face à face. Ça peut être se faire en autodidacte. Et c'est un cours qui est très important. Par exemple, je pose souvent cette question s'il y a... j'oublie. Le petit dernier. C'est notre cours en sécurité des objets connectés. Parce que les objets connectés ont une différente manière d'être sécurisés que les objets, nos équipements standards connectés, tels que nos ordinateurs et nos laptops. Parce que les objets connectés n'ont presque pas de système d'exploitation et n'ont pas des éléments intégrés de sécurité, tels que les firewalls et autres choses. Ils n'ont pas ça intégré. Ceci dit, on les sécurise de manière différente. Donc, on a un cours qui parle de ça. Je veux un peu m'attarder plus sur le troisième, qui est l'introduction de la cybersécurité, qui parle des essentiels en sécurité. Parce qu'on se dit toujours que on connaît tout en sécurité. Je prends juste un cas du chapitre 1, lab 1, du cours de l'introduction à la cybersécurité, qui est un cours qui est dédié à tout le monde, c'est standard. Et je pose une question, pas à Omar bien sûr, à Hichem, mais peut-être à nos participants. Si je dis du mot de passe 1 à 4, quel est le mot de passe le plus faible? J'attends les réponses par chat. 1 à 4, quel est le mot de passe le plus faible? Et il y a un petit décalage, Serge, entre là ce que tu es en train de dire et ce qui se passe sur Facebook Live. Donc, tu dois attendre un petit peu. Ok, combien de minutes? 1 heure? Non, je pense 30 minutes. 30 minutes, ça va. Ok. Ça va. Bon, généralement. On va faire un petit tour là, c'est bon. Généralement, quand le mot de passe est le plus faible, beaucoup diront, quand je pose généralement ces questions à des apprenants, ils disent le mot de passe le plus faible, c'est 2. Certains disent 4. Ok, parfait. Et quand je pose la question inverse, quel est le mot de passe le plus fort? Voyons si on a des réponses. Généralement, quand je pose cette question-ci, beaucoup me disent beaucoup me disent que c'est le mot de passe 1 qui est le mot de passe le plus sécurisé. Et généralement, ce qu'on fait, on ouvre juste cette petite page-ci. J'espère que ça se voit. Et je vais dans ce site, How Secure is my password. Si je voulais How Secure is my password. Si par exemple, je mets le premier mot de passe qui est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça me dit que le mot de passe peut être hacké de manière instantanée. C'est-à-dire comme ça, instantané. Il est hacké. Et si je prends par exemple le deuxième qui est password, il me met également qui peut être hacké de manière instantanée. Le mot de passe qui est généralement vu comme mot de passe le plus sécurisant, qui était P, A, at, le signe $, 2 fois, attends, je recommence,
P at $W0RD. Ça me met 9 heures. À 90% des cas, ou 95% des cas, tout étudiant choisit toujours ce mot de passe parce que à l'œil de l'être humain, c'est compliqué. Mais l'œil de la machine, vous ne voit que 0101. C'est-à-dire, par exemple, quand je prends le mot de passe, qui n'est pas considéré comme le plus sécurisé, qui dit « I don't have a password », ça me met 118 milliards d'années. C'est-à-dire, généralement, il y a des préconçus qui ne sont pas toujours vrais. Parce et ce n'est pas toujours, et ce n'est pas vrai, c'est pas que ce n'est pas vérifié quand on n'apprend pas, par exemple, quels sont les comment on dit framework en anglais déjà? Framework. On dit framework. C'est dit framework. Voilà, tout court. Ok. Parce qu'il y a comme ça. Ouais, parce que par exemple, il y a des frameworks tels que le NIST qui définit par exemple les longueurs standards des mots de passe. Les mots de passe sont plus compliqués lorsqu'ils sont par exemple, c'est en longueur et en complexité, pas seulement en complexité. Parce que vous avez un mot de passe de 8 caractères qui n'est pas complexe et un mot de passe qui est de 12-13 caractères qui est assez long, il devient plus complexe. Asma Daboussi, oui. Le CCNA est suffisant pour un emploi? Ça dépend. Mais généralement, oui. Nous nous retrouvons dans une optique où l'étudiant doit être un étudiant qui doit être non seulement horizontal, ça veut dire les compétences horizontales. On doit apprendre l'infrastructure, telle que le CCNA, l'étudiant doit apprendre la sécurité, telle que les analyses de cybersécurité, il doit apprendre la programmation, et non seulement la programmation, il doit aussi apprendre les bases comment on dit, les soft skills, comment se comporter, comment travailler, comment gérer un projet. Donc, seulement l'infrastructure peut vous donner une porte d'entrée, mais pour évoluer dans la compagnie ou évoluer dans votre métier, il va falloir accumuler d'autres certifications. Mais le CCNA comme porte d'entrée, c'est parfait. Ça montre que vous avez un standard. Et ce standard, c'est ce qu'on recherche le plus, le standard. Lorsque vous avez un standard qui est défini, vous trouvez généralement beaucoup plus de l'emploi. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Le troisième pilier, le troisième bloc, le troisième bloc qui est également nécessaire dans cet environnement de transformation numérique, c'est le bloc d'automatisation. C'est quoi l'automatisation? L'automatisation, c'est comment utiliser une manière différente pour configurer des réseaux en grande échelle. Non seulement des réseaux, mais comment prendre des tâches qui étaient faites de manière répétitive, mais faire ces mêmes tâches-là de manière plus efficiente, de manière plus rapide et sans avoir des erreurs. Et aujourd'hui, la certification qui est la plus courue, comme on dit, une compétence avant-gardiste et précurseur, c'est la certification DevNet. C'est quoi DevNet? DevNet, c'est la certification qui est dédiée à nos développeurs réseau. Les développeurs réseau, ce sont ces personnes qui prennent les compétences acquises dans le CCNA et qui utilisent des langages de programmation tels que Python pour développer des applications qui les permettent d'interagir avec le réseau. C'est-à-dire, je prends ma fenêtre sur Python, je fais un script et ce script communique avec des API qui sont sur mon routeur ou des API qui se retrouvent par exemple sur mon contrôleur SDN et ça me permet de contrôler des réseaux et de faire ce que je veux avec mon réseau de manière plus rapide et sans erreur. Ça permet par exemple aux compagnies de réduire leur coût d'exploitation parce que les compagnies dépensent beaucoup plus en coût d'exploitation, ce qu'ils appellent les OPEX. Ils dépensent plus en ça et ça permet de réduire les coûts d'exploitation. Ça les permet d'investir plus dans des infrastructures qui les permettent de scale, de s'étendre de façon plus rapide. C'est ça DevNet. Il est bon, cette certification sera disponible chez Cisco, déjà disponible comme examen, mais chez NetAcad, le contenu sera disponible chez NetAcad à partir du mois de juillet. C'est-à-dire après l'été en Tunisie, à la fin de l'été, ça sera disponible déjà chez vous. Vous pourrez avoir cette formation-là à l'IHE. Et nous avons également des cours déjà disponibles en atelier de technologies émergentes. Ce sont des ateliers qui permettent à l'étudiant d'apprendre l'utilisation des API et c'est juste des ateliers de 8 heures. Et il y a également des certificats d'achèvement disponibles. On parle de programmation, on a également parlé de langage de programmation.
il y a 5 certifications disponibles en EthaCAD aujourd'hui. La première là, c'est quoi? Python, les essentiels de Python. Python essentiel qui est PCAP, qui est une formation de niveau 1 associé, c'est-à-dire que formation niveau, enfin, entrée, quoi, niveau, pas entrée, mais niveau associé chez Python, qui est comme un langage de référence pour l'intelligence artificielle et data analytics. Et les bandes d'édition sont également disponibles. Et également, nous avons des formations en C, en langage C. On a le CLA et le CLP. Le CLA, c'est le niveau associé et le CLP, c'est le niveau professionnel en langage C. Nous avons également le C en C++, nous avons le CPA et le CPP. Ce sont des formations qui sont offertes par notre partenaire C++ Institute, et la formation en Python, ce sont les cours qui sont offerts par notre partenaire en Python Institute. Et c'est gratuit, ces cours, vous n'avez pas besoin, il n'y a pas des frais supplémentaires à payer chez ce partenaire-là, parce que les cours sont disponibles sur de plateforme NetAcad et disponibles également à l'IHE. Et pour terminer, Hichem et Omar, comme on dit, on garde les meilleurs pour la fin. Dans cette transition numérique, l'un des points les plus importants, c'est le changement qui s'est opéré en ce qui concerne le rôle de l'ingénieur informaticien ou du directeur informaticien. Généralement, l'informaticien a été utilisé comme un personnel de support, c'est-à-dire comment avoir accès à Internet, comment créer des bases de données ou créer des data centers. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec un ingénieur informaticien qui prend plus d'ampleur dans les compagnies. Par exemple, question simple. Un partenaire Cisco en Angleterre, Tesco, ok, en Angleterre, a fait ce test-là. Ils se sont rendus compte que pas chaque fois, une grande partie de leurs clients de l'âge âgé de 30 à 38 ans, peut-être 40 ans, je crois, à ce moment-là, lorsqu'ils ont fait le test-là, chaque fois qu'ils achetaient des couches Pampers pour les enfants, ils achetaient un autre produit. Hichem, tu peux me dire c'est quoi ce produit qu'ils achetaient? Les Anglais. Chaque fois qu'ils achetaient des couches Pampers... Il faut demander à Omar, peut-être qu'il a une idée. Non, il va connaître. Moi, je connais ça et je pense que toi non plus, tu vas pas savoir. Mais mets-toi dans la peau d'un Anglais. Exactement. Un Anglais. Imagine un Anglais, quoi. Un samedi, tous les week-ends, qu'ils achetaient la bière, ils achetaient quoi? Des bières. Voilà. Mais comment est-ce que c'est possible que, en temps normal, c'est presque impossible de mettre. Et ce qui s'est passé à Tesco, c'est qu'ils ont fait, ils ont mis les couches bébés et ils ont mis des bières à côté pour rendre la tâche facile, quoi, aux shoppers. Et ce qu'ils ont fait, ils ont augmenté le chiffre d'affaires en consommation de couches et de bières. OK? Les deux. Et devine, par exemple, qui a proposé ça. Le directeur informatique, pas le directeur commercial, pas le directeur des chalandages. Non, c'est le directeur informatique. Pourquoi? À cause de l'analyse, à cause des données. Ils se sont rendus compte, ils sont rendus compte avec les achats, avec les données qu'ils ont reçues de ces clients-là, qu'ils amenaient à cette conclusion-là. Pour moi. Au NetAcad d'aujourd'hui, on a certains cours qui nous permettent d'apprendre comment connecter les objets, pour avoir comment on a dit, le mot m'échappe. Ah oui, je vois. Quand tu parles trop l'anglais. Bon, un réseau intelligent. Ouais. Comment connecter des objets pour avoir, comme on dit, un réseau intelligent, c'est-à-dire comment avoir notre échalandage, c'est-à-dire que les échandages sur lesquels sont déposées les marchandises, comment ils peuvent être plus intelligents, comment savoir quel produit est consommé, comment savoir où les utilisateurs, lorsqu'ils entrent dans le magasin, où ils vont, ce qu'ils font. Et avec ces données-là, on nous permet, par exemple, d'évoluer en ce qui concerne leur marketing. L'introduction à l'IoT n'est pas seulement, ça ne parle pas
des supermarchés. Ça parle plus de l'évolution de l'Internet. C'est-à-dire comment est-ce que l'Internet se transforme en un Internet qui était utilisé pour juste la communication et qui a évolué pour être un Internet qui est utilisé pour des communications en business par la suite qui devient un Internet des réseaux sociaux, de tout le monde pour communication et qui se trouve aujourd'hui un Internet de tout. On dit Internet pour tout, c'est-à-dire pour tout faire. Et on connecte tout. C'est cette évolution-là qui est discutée dans ce cours-là et les changements qui vont s'opérer dans tout ce qu'on fait, dans tous nos métiers. C'est-à-dire quelque chose qu'on fait. C'est-à-dire si on est enseignant, on est médecin, on est chauffeur de taxi, on est restaurateur. Comment est-ce que l'Internet va affecter les métiers d'aujourd'hui et les métiers de demain? Et le deuxième cours, c'est un cours assez pratique parce que le premier cours, c'est un cours qui est autodidacte et qui est donné à une population large. Mais le prochain cours, c'est un cours qui est plus professionnel parce qu'il nécessite des compétences en programmation. Parce qu'il faut programmer des équipements tels que le Raspberry Pi et des Arduino. Et également, on a des certificats de fin d'achèvement qui est disponible. Et aussi, on a un cours sur Big Data Analytics qui apporte des bases en Big Data et des bases aussi en intelligence artificielle. OK. J'ai essayé de finir avant l'heure, comme ça on puisse avoir des questions. Merci beaucoup, Serge. Vraiment, c'est quelque chose par rapport aux cours qui ont été énumérés, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je te remercie aussi pour cette présentation assez pertinente. Sinon, je ne sais pas, ah voilà, Asma. Donc, je ne sais pas si tu réponds à Asma Daboussi. Asma, la question, oui. What is the best topic in CCNA? Quel est le meilleur sujet au niveau? What's the best topic in CCNA? She asked the question in English, so I can answer in English. No, elle a demandé également la question en anglais, je pense, en français. C'est quoi le meilleur sur le CCNA? Je veux dire, le CCNA n'a pas un sujet principal parce que le CCNA, c'est une formation, comme on va dire, c'est une formation qui est large en horizontal. Ça parle de tout ce qui concerne l'infrastructure d'une entreprise. C'est-à-dire, les infrastructures sont faites de quoi aujourd'hui? Du routage, de commutation, de beaucoup de wireless. Il y a beaucoup de wireless. C'est-à-dire que le Sénat, il y a beaucoup de routage, communication wireless. On a également de la sécurité, l'automation. Et aussi les bases. Les bases, c'est-à-dire quoi? Les bases, comment la compréhension des différents types de protocoles de communication, la compréhension de l'adressage IP, la compréhension de l'évolution de l'adressage IP en IPv6. Ce Sénat est assez long et large. Il n'a pas un sujet que je veux dire c'est le meilleur sujet et le moins meilleur. Je pense que tous les sujets de CCNA s'égalent et ils sont tous importants. Parce que c'est la base. La fondation, si on enlève une brique sur une fondation, la fondation devient elle devient faible. La fondation doit être raffermée. Donc, le CCNA, il est bon en tout. Il n'y a pas de meilleur et de moins meilleur, je dirais. Ok, merci Serge. Donc, juste, il y a une question qui m'a été posée tout à l'heure, ça fait un bon bout de temps, et qui me tient à cœur. Donc, bonsoir Hichem. Tout d'abord, chers collègues, mes félicitations pour l'obtention de temps pris au Portugal. Quand même, c'est un retour dans le temps. Pouvez-vous nous parler de cette belle expérience? Merci. Tu te rappelles, Omar, de l'expérience? Ça me dit rien. En fait, donc, ah oui, Ekram, donc, je confirme. Et comment je me rappelle. Et comment et cette cérémonie où Hicham est monté triomphant sur la scène pour représenter l'IHE. Voilà, donc juste pour répondre à Ekram, donc un prix, ça reste toujours un prix. C'est une satisfaction en fin de compte. Et puis c'est le travail de plusieurs années qui s'est soldé par cet award qui a été décerné d'une part à l'IHET, et ça coïncidait aussi par le fait que j'ai reçu aussi un award, donc c'était deux. Et puis bon, je n'ai pas eu l'occasion au fait
pour, on va dire, saluer des personnes, à savoir, il faut dire que je suis vraiment très content des personnes qui ont cru en moi et qui ont aussi eu confiance en moi, particulièrement si Slahaddin Hadar, parce que il n'a pas cessé de m'encourager tout le long de ce parcours. Et si je suis là, c'est grâce à l'IHET. Et d'ailleurs, je suis vraiment très ému par cette question. Je te remercie énormément. Ça, c'est un retour dans le temps. Voilà. Merci beaucoup, Kram. Et voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui vont être posées. Bon, je pense que tout est bien qui finit bien. Je remercie Serge, c'est très gentil d'avoir participé à ce webinaire et le fait d'avoir pris le temps, parce que je sais qu'il fait tard à Johannesburg. Omar aussi, je te remercie. Je ne cesserai pas de te remercier, Omar, parce que dans tout ça, tu es toujours derrière moi. Alors là, toujours. Ah oui. Merci. C'est à nous de dire merci, Hichem, de l'opportunité de présenter à l'IHE de la Tunisie. Donc, merci. Merci beaucoup. Et j'espère qu'après confinement, on se verra. On aurait dû se voir c'était quand, Omar? C'était en juillet. En juin, on aurait dû se voir en juin. Mais on avait prévu quelque chose en juin en Tunisie. Mais le confinement a empêché. De toute façon, on se reverra. Je l'espère très bientôt, je l'espère. Voilà, donc ceci dit, je vous souhaite une très très bonne soirée, amusez-vous bien et à très très bientôt. Merci Ahmad, merci Serge et bonsoir. Merci beaucoup, merci, au plaisir, merci, bye, ciao. Ok, ciao. Ciao.